Quand on vend le CPM Premium, c'est 30 €. Le budget à 150-200 000 € le package. Lena Situation et Kao, il est sur Disney+. C'est Squeezie, Natou, Cyprien qui se sont montés un peu indépendamment de leur côté. Et ça a été un peu le démarrage de tout ça. Ça a été 300 000 billets vendus pour le cinéma. Top the Train qui est racheté par Banijay. T'arrives à des budgets qui sont déjà assez colossaux. Et beaucoup de gens crient un peu au scandale en mode Squeezie nous cale 2 OP dans une vidéo, une prod à 500 000 € que je dois mettre derrière, ou des Kaizen qui coûtent 2 millions d'euros à produire. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième podcast avec Paul, aujourd'hui qu'on reçoit, qui est agent de créateur, je vais pas dire influenceur parce que je sais qu'en général... J'ai horreur de ce mot, ouais. mais faisons avec. Donc c'est un métier un peu... Tout le monde connaît ce métier, mais à la fois... Pas tout le monde connaît ce métier, c'est un métier connu de tous, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que vous faites. Si tu peux te présenter toi et un peu globalement, qu'est-ce que tu fais pour les créateurs que tu accompagnes. Ouais, déjà merci pour l'invitation avant tout. En plus on tourne un lundi matin, donc j'avoue que la fatigue est vraiment à son prime. Non, en vrai, moi du coup je suis Paul. Aujourd'hui, alors je suis très jeune par rapport à d'autres qui sont dans le milieu depuis des années. Donc j'ai 20 ans. J'ai commencé à... le premier talent que j'ai accompagné, c'était mon meilleur pote qui se lançait au collège, pour te dire, qui était en 4e, 3e. Il s'est dit, ouais, je vais lancer une chaîne YouTube, je vais raconter des threads d'horreur sur Internet. Alors tout le monde me prenait un peu pour un fou autour, parce que quand t'es au collège-lycée, t'as toujours un peu cette tension sociale. J'ai commencé comme ça, et en fait, au fil de l'eau, moi je l'ai accompagné pour... bénévolement pour dire, tiens, si t'as besoin d'aide pour installer une lampe, tiens, si t'as besoin d'un coup de main, je viens t'aider. J'ai commencé comme ça, et au fil de l'eau, sa communauté a commencé à structurer, à grandir, pour atteindre les 100 000 abonnés très vite. Et c'est là qu'on a aussi eu un peu ce déclic de dire une boîte mail qui se remplit, avec des opérations commerciales, avec aussi des fois de la presse, donc des médias qui viennent nous voir, et c'est de comment on répond en fait à toutes ces demandes pour l'aider à grandir dans son carrière. Donc j'ai pris un peu les devants sur ces sujets-là, et petit à petit on s'est commencé à structurer ensemble à deux autour de sa chaîne. Et évidemment, quand tu fais de la création de contenu, c'est toujours comme ça, tu rencontres d'autres créateurs. Donc moi j'ai eu la chance de rencontrer après Zebrolos, j'ai rencontré Kossi par hasard qui avait 15 ans et qui avait à peine 4000 abonnés sur YouTube. Donc c'est vraiment le tout début, c'était juste après le petit buzz de Le Bouzeux. Et j'ai continué à accompagner, pareil, ils avaient personne pour les accompagner. Je dis mais ouais, je fais ça pour ce mec-là, attendez, je vous accompagne aussi, venez, on c'est une petite team de créateurs de contenu, et puis je vous accompagne. Mais c'est vraiment à l'arrache, quoi, il n'y avait pas de structure juridique, il n'y avait pas de cadre clair. C'est comme ça après qu'on a commencé à bosser, et en fil en aiguille, Kossi a grandi jusqu'à atteindre les 1 million d'abonnés. Zebrolos, pareil, atteindre les 1 million sur TikTok. Donc en fait des créateurs qui deviennent complètement gigantesques par rapport à leur début. Et après j'ai tracé mon chemin avec eux pendant 3 années quand même, j'avoue. Quand j'ai commencé à bosser, le parcours est dingue, dis donc. Et là maintenant ça fait depuis presque 1 an, donc aussi a été signé chez Webedia. Et juste derrière, un peu 6-7 mois après, du coup je suis rentré également en freelance, en consultant influence chez Webedia, donc pour aider mon DG sur différents sujets autour de l'influence. Et Kossi a continué son parcours de son côté avec un nouvel agent qui répond à ses besoins, entre guillemets. Et désormais j'accompagne Big Flo Oli et The Wingzer dans leur opération d'influence. Alors c'est complètement différent par rapport à un Kossi ou un Zebrolos. On est sur des créateurs qui sont beaucoup plus gros en audience, qui sont aussi de l'industrie musicale, donc c'est pas leur métier de faire de la création de contenu, mais qui ont aussi des besoins sur les réseaux sociaux, qui ont envie de vendre cet inventaire-là, et c'est ce que je fais maintenant depuis quelques mois avec eux. Ok, hyper intéressant. J'avais une question, quand on parle d'influence, c'est quoi le premier mot qui te vient à l'esprit ? C'est plus de la création de contenu, plus le business, l'image. Quel est le premier mot qui te vient du point de vue d'un agent de créateur ? Bon, la première chose que j'entends quand tu me parles d'influence, c'est le mot créateur économie. Il y a 2 ans de ça, même 3, allez 5 ans, ça n'existait pas. On parlait pas de marché, on parlait pas de secteur. Aujourd'hui, on voit que tout se structure depuis le Covid. Donc évidemment, il y a énormément d'agences qui sont montées depuis 10 ans. Faut juste se dire, dans l'image, il y a même 10 ans de ça, c'était le début de YouTube, enfin le début de YouTube, en tout cas le début des créateurs de contenu sur YouTube. Ce qui a eu vraiment l'émergence, c'était Squeezie, Natou, Cyprien, qui se sont montés un peu indépendamment de leur côté, qui ont monté après
leur propre équipe, et ça a été un peu le démarrage de tout ça. C'est là où tout a commencé. On s'est dit, mais attendez, on a des créateurs qui ont des énormes audiences. Nous, Webedia ou même d'autres, on a des annonceurs. Est-ce qu'on n'irait pas sponsoriser ces vidéos? Donc ça, c'est le tout début de l'émergence du secteur. Et depuis, en fait, depuis 2020, on a vraiment une structuration du marché qui se fait avec évidemment des agences, avec des agents qui sont aussi là pour les accompagner dans toute leur carrière. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Maintenant, on a aussi des VC, donc des fonds d'investissement qui investissent dans les créateurs et qui vont leur permettre de financer leur propre production sans forcément être dans un modèle de talent marque. On va aussi avoir maintenant des créateurs entrepreneurs qui vont monter leur propre licence, leur propre entreprise, et qui vont aussi donc du coup vendre des produits dérivés, donc toute la diversification du secteur qu'on a. Donc énormément d'acteurs qui émergent, évidemment des plateformes technologiques qui sont là aussi pour les aider. Donc voilà, on a vraiment le premier mot que je viens, c'est l'influence. C'est maintenant lié à la creator economy, qui est vraiment un vrai marché, qui a un vrai poids en Europe et dans le monde entier, et qui va exploser dans les années qui suivent encore, jusqu'en 2032. Enfin, je sais plus le chiffre que ça va avoir, mais ce sera des milliards et des milliards d'euros qui seront investis dans la creator economy. Ok, carrément, hyper intéressant. Et quelle est la plus grosse fausse idée que les gens ont de l'influence? Parce qu'en fait, c'est assez drôle quand tu regardes un peu ce qui se passe sur Twitter et tout. On a l'impression qu'il y a 2 personnes qui dirigent tout le secteur, Squeezie et le patron de Webedia. On a l'impression qu'ils ont la main sur tout le monde et qu'ils contrôlent tout le monde. Est-ce que c'est une fausse idée ou c'est en partie vrai, ou en réalité chacun arrive quand même à garder son indépendance même s'ils sont signés dans des agences? C'est hyper intéressant ce que tu dis. Déjà, il y a une vraie fausse idée, mais quand même le secteur a vachement évolué depuis. C'est l'idée. Moi, quand j'ai commencé il y a 4-5 ans, surtout à Toulouse, encore à Paris ça allait mieux, mais la première chose, comme je disais, c'est ils viennent tous, c'est des influenceurs, ils viennent tous de Dubaï. Waouh, alors ça, le nombre de fois que je l'ai entendu à Toulouse, j'étais là, non mais pas du tout, c'est pas du tout ça. En fait, ça représente 5%, quoi. C'était vraiment des personnes qui ont vu que c'était des influenceurs qui partaient à Dubaï, qui se filmaient dans une vie de rêve. Alors oui, effectivement, c'est vrai, et c'est quand même souvent des gens issus de la télé-réalité, hein, on va pas se leurrer entre nous, voilà, on dit les termes. Mais ça représente 4-5% du marché aujourd'hui, enfin, c'est ridicule. Maintenant, l'image a vachement évolué. Maintenant, il faut savoir, on parle souvent des gros créateurs, et ce que je veux vraiment aussi qu'on retienne, c'est... on dit souvent, oui, on entend parler des Inoxtag, des Squeezie, des Cyprien, c'est vrai, mais en fait... L'influence aujourd'hui, ça se caractérise par une pyramide, et en fait, aujourd'hui, à partir du moment où tu promouvois une marque, un produit, un service sur les réseaux sociaux, tu fais de l'influence, tu deviens influenceur. Ça, c'est la définition de l'État aujourd'hui en France. On dit influenceur, c'est quand on promouvoit un produit service sur les réseaux sociaux. C'est la définition. Tout le monde peut être créateur de contenu. À partir de 1000 abonnés, tu es créateur de contenu, même à partir de 500. Donc il n'y a pas d'échelle en fait de dire je suis créateur de contenu à partir de tant d'abonnés. Ça n'existe pas. On peut bien faire de la micro-influence, donc promouvoir des produits, services au niveau local. On peut faire de la mid-influence avec souvent des créateurs qui sont niches, qui vont parler de finance, qui vont parler d'horreur, qui vont parler d'astronomie. Donc ça, ce sont les créateurs entre 100, 200, 300 000 abonnés. Et puis après, tu as le top influence, donc les macros et les célébrités. Quand on tous parlé, les Squeezie, Cyprien. Donc ça, vraiment, on peut pas définir un influenceur juste parce qu'il a tant d'abonnés et qu'il vient de Dubaï. Ça, c'est faux. Déjà, c'est la première représentation qu'on se fait, la première fausse idée. Seconde fausse idée, il n'y a pas que le DG de Webedia et Cyprien Squeezie qui dominent le marché. Alors c'est vrai qu'ils ont été des acteurs émergents. La vraie tendance, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est Webedia, il y a 10-50 ça. Après, je parle au nom de Webedia, mais je suis pas du tout légitime parler, mais voilà ce que j'ai vu en interne et comment ça se passe. Il y a 5-10 ans de ça, effectivement, c'était on signe énormément de talents. Beaucoup, on signe tout le marché s'il faut. Ils avaient atteint plus de 100 talents signés, c'était énorme. Quelle est la stratégie de Bump aujourd'hui, un peu? C'est la stratégie de Bump, mais ils ont une stratégie qui est beaucoup plus différente par rapport à Webedia, c'est que les créateurs ont des parts dans Bump. Okay. Et ce qui fait qu'ils se sentent beaucoup plus fidélisés et que le jour où Bump vend aux compagnies, en fait, ils récupèrent des parts. C'est ce qui a été fait. Bump a été racheté par. Ça a été signé, ça a été signé par Impala. Le petit news comme ça. Ok, j'avais vu qu'ils étaient en négociation, mais je savais pas que ça avait été acté. L'accord a été fait. Donc en fait, les créateurs avaient des parts dans la boîte de Bump. Hyper intéressant parce que du coup les créateurs se sont beaucoup plus investis et impliqués dans une boîte, dans une agence, que s'ils n'avaient pas de part, ils étaient juste signés en exclusivité. Qu'est-ce que ça change le fait qu'ils aient vendu
Bump, l'agence, d'un point de vue créateur, aux yeux de l'agence, est-ce que le fonctionnement va changer? Est-ce qu'ils vont partir de l'agence? Après, tu n'as pas tous les termes du contrat forcément, mais qu'est-ce que ça va changer de vendre une agence concrètement? Et deuxième question, est-ce que ça ne peut pas, c'est sain de signer des créateurs et de leur donner des parts de la boîte, mais est-ce que ça ne peut pas devenir un problème à un moment de dire plus je signe d'OP, plus je gagne d'argent, plus l'agent se valorise, donc si un jour ça se revend, je peux vendre plus cher. Où et comment on trouve la barrière de l'argent et l'éthique un peu morale des signatures avec les boîtes? Alors moi je pense que le rachat de Bump va avoir un gros impact sur le marché parce que les créateurs en fait, en tout cas c'est ma vision, chacun a sa vision, mais les créateurs reprennent leur part. Une fois qu'ils ont pris leur part en fait ils vont se barrer. Qu'est-ce que tu vas rester dans une agence qui a été revendue, où tu as touché tes parts dedans? Le réflexe naturel que tu fais, c'est tu t'en vas. Donc en fait, je pense que je peux me tromper, mais je pense que ce rachat va réouvrir le marché complètement, où quand même Bump avait énormément de talents signés et des gros talents, et ils avaient la capacité de les accompagner par rapport à Webedia, et on y reviendra sur l'analyse de Squeezie et compagnie du marché, mais ça a ouvert, en fait, ce rachat-là va réouvrir complètement le marché, et où les talents vont se positionner. D'ici là, bien sûr, il y aura de nouvelles agences qui vont se monter. C'est logique, puisqu'un marché évolue toujours avec de nouvelles structures. Donc ça, je pense que le rachat va être un vrai enjeu, de voir où vont partir les talents, à mon sens en tout cas. Et ça va... les portes vont se réouvrir à beaucoup d'endroits. Après, sur le reste de ta question, je pourrais pas t'y répondre, parce que c'est vrai que c'est des deals qui sont très très fermés, on n'a pas forcément les tenants et aboutissants, donc je pense que les créateurs vont pas pouvoir valoriser beaucoup plus leur part, parce qu'ils ont déjà des parts, ce qui est énorme. Faut se dire qu'ils ont peut-être, je sais pas le nombre de pourcentages, mais comme qui ont des parts, qui a des parts, des parts également. On connaît pas la valeur concrète de leurs actions dans la boîte, donc je serais curieux de savoir comment ils vont le valoriser et combien les créateurs vont prendre derrière. Okay. Donc ça c'est la première chose. Pour revenir après sur Webedia, effectivement il y a 5-6 ans de ça, avant Covid, ils avaient signé énormément de talents. Tu vois, 100, 120, c'était énorme. Ils n'avaient pas assez d'agents, assez de personnes pour les accompagner. Et donc ce qui a fait qu'il y a eu ce scandale à un moment, il y a... je sais pas, je crois que c'était pendant le Covid ou juste après, où beaucoup de grosses têtes de chez Webedia sont partis. Squeezie, McFly et Carlito, parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de personnes pour les accompagner, et il y avait un énorme vide entre le nombre de talents signés et l'accompagnement qui était fait derrière. Et quand il n'y a pas d'accompagnement, les talents s'en vont, ce qui est logique en soi. Et c'est là où on a eu le switch de... On n'est plus forcément une agence de talent chez Webedia, ils sont plus maintenant un incubateur. Moi je le vois un peu comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont... prendre des talents un peu émergents, qu'aussi Badzer qu'ils ont signé, là ils ont re-signé Kameto qui veut s'inscrire dans l'entertainment et plus faire de l'e-sport, mais ils vont les accompagner sur des projets, leurs opérations commerciales, leur diversification. Tu vois, Badzer qui a lancé une BD, jamais de la vie il aurait pu lancer une BD sans Webedia, donc en fait ils vont vraiment les placer en fait sur du Amazon Prime, sur de la télévision. Joyka, tu vois, qui est revenu chez Webedia, qui maintenant a ses vidéos qui sont diffusées sur RMC Découverte. Enfin voilà, en fait on va vraiment avoir ces talents là qui vont pouvoir émerger, qui vont pouvoir se structurer, et une fois qu'ils sont assez matures, ils s'en vont, ce qu'a fait Michou. Enfin, Inox est toujours... Inox, parce que lui, il a encore besoin, lui, il a pas envie forcément de monter de structure derrière. La suite logique, c'est, en fait, une fois que je suis parti, j'ai pris tout le savoir-faire de Webedia, ça m'a enrichi énormément, maintenant je monte ma propre structure. Ce qu'a fait Michou, maintenant il est complètement indépendant. Squeezie, qui a monté Bump, mais bon, là, on est quand même sur un modèle un peu différent, on est quand même sur un des plus gros créateurs du game, mais ce qu'a fait je cherchais pas d'autres exemples en tête, mais en fait c'est la suite logique des choses. Et maintenant Webedia est plus vu comme ça, c'est on accompagne peu de talents, tu vois, je crois qu'ils ont 15-16 talents signés aujourd'hui par rapport à une centaine il y a 5 ans, mais par contre ces talents là on va vraiment les accompagner de fil en aiguille. Et ça veut pas dire aujourd'hui qu'ils ne bossent pas avec du Michou, avec du Squeezie, ça reste quand même une grosse régie publicitaire. Donc qui dit régie publicitaire dit énormément de revenus et d'opérations qui passent par Webedia. Ok, hyper intéressant. Récemment, on a vu Inox en live qui disait que 1 million de vues sur YouTube. Oh, tu m'attaques sur la monétisation là. Exactement. C'est très méchant. C'était 12 000 € en moyenne. Enfin, pour lui, on sait que ça varie d'un créateur à l'autre, d'une niche à une autre, de la taille du créateur, de plein de facteurs. On va dire 10 000 € en moyenne pour le million de vues. Mais on entend aussi beaucoup parler que les créateurs
les opérations commerciales, c'est ce qui représente le plus de chiffre d'affaires pour leur boîte et c'est ce qui leur permet de financer notamment des grosses prods aujourd'hui qui commencent à coûter cher avec des vidéos qui coûtent 50, 100, 200, 500 000 euros à produire. Pour avoir une idée globalement, pour faire un comparatif entre la monétisation et les OP, parce que des fois, on a l'impression que des OP, c'est 500 000 euros l'OP pour 5 millions de vues, quoi. C'est peut-être vrai, et je trouve que c'est bien, mais une fourchette globale, parce que j'imagine qu'un créateur qui a 1 million d'abonnés, qui fait 1 million de vues, qui est là depuis 3 ans, et un Squeezie qui fait, on va dire, 1 million de vues aussi, mais qui est là depuis 15 ans dans le game, le prix est différent parce qu'il y a plein de choses à valoriser, etc. C'est quoi la fourchette globale pour se rendre compte et comparer un peu à la monétisation YouTube? Et voir à quel point les agences sont importantes dans la creator economy. Bah en fait, déjà, faut savoir, un agent se rémunère sur de la commission de ce qu'ils vendent. Donc en fait, son plus gros business, lui, en tout cas, le rôle de base de l'agent, en tout cas, de créateur de contenu, c'est plus je vends d'opérations, plus je suis riche. Déjà, c'est pas une représentation que moi j'aime représenter. Moi, je me dis en tant qu'agent, je suis pas là juste pour vendre des opérations commerciales, j'en ai rien à faire. Moi, je veux vraiment accompagner mon talent sur diverses facettes. Mon mindset, c'est le créateur est au-dessus, il est créatif, et moi, je vais tout ce qui va gravir autour de lui, je vais m'en occuper. Donc moi, je peux très bien faire des fois de la prod. Tu vois, gérer les productions des vidéos, bon, évidemment à des échelles différentes, hein. Je peux pas m'occuper d'une production de Squeezie tout seul, c'est pas possible. Toute la partie presse, tu vois, la relation publique, la relation avec les médias, les interviews, donc toute cette partie-là. En fait, il y a même de la finance, des fois ça peut arriver de faire de la compta, tu vois, donc on est vraiment là pour accompagner le talent de A à Z. Moi en tout cas, c'est ma vision que j'ai de l'agent. Maintenant, par rapport aux revenus, évidemment que la plus grosse source de rémunération, c'est les opérations commerciales. Pour donner un ordre d'idée, nous en fait, on vend au CPM, au coût pour 1000 vues. On est sur la même logique que YouTube, qui rémunère au CPM. On aime bien donner une tranche entre, tu vois, quand on vend le CPM premium, c'est 30 euros. 30 euros pour 1000 vues. En moyenne, après ça dépend évidemment des plateformes et des contenus délivrables derrière. Mais je sais pas, si on estime, notre base de garantie de vues, on estime que la vidéo d'Inox ça va faire 3 millions de vues. Tu divises ça par 1000 et tu fais ton x30. T'arrives à des budgets qui sont déjà assez colossaux. Pareil sur un Big Folly, tu vois, tu dis ouais, ils vont faire entre 300 et 400 000 vues la story. CPM x 30, tu fais ton calcul, t'arrives très vite à des montants qui sont exorbitants, mais en fait tu sais que l'audience elle est qualifiée. Donc ton CPM va varier sur deux choses, sur la plateforme où tu es. Le CPM sera pas le même, tu vas pas le valoriser pareil que il est plus élevé sur Instagram que sur YouTube. Il est plus élevé que sur... Alors non, YouTube quand même reste le CPM le plus élevé parce que c'est l'audience qui est ultra qualifiée. Insta c'est pareil, on est quand même sur une audience qualifiée. En plus maintenant ils ont revu leur modèle de vue. TikTok on est quand même sur de la vue basse parce qu'on est quand même sur un algorithme qui est fait pour faire de la masse. Donc oui évidemment YouTube et Insta sont vraiment les CPM les plus hauts en tout cas qu'on valorise. Mais aussi quand même sur le créateur. Si on voit que le créateur a ce qu'on appelle nous des IP, des propriétés intellectuelles hyper intéressantes, hyper fortes. Big Folly, ils ont été coach à The Voice. Là, Oli va être coach sur la nouvelle saison de Nouvelle École. Ouais, ça se valorise. Donc en fait, ça valorise ton CPM parce que c'est pas juste des créateurs de contenu, c'est aussi des artistes qui ont une audience, une fan base qui est ultra engagée. Pareil sur Inox, l'Everest a été une IP hyper forte, donc tu sais que tu peux valoriser ton talent beaucoup plus haut parce qu'il a cette rétention-là qui fait qu'il va attirer de l'audience. Donc oui, ça revient, les opérations commerciales sont quand même un gros chiffre, et maintenant en plus on vend pas juste un talent, donc on vend pas juste un cachet, on vend un projet. C'est un peu la nouvelle DA que fait énormément Webedia. On voit avec le Fléchette Cup de Le Bouzeux qui est sorti. Kaizen, ça a été le cas aussi. On n'a pas vendu juste un talent, on a vendu vraiment un projet qu'on a poussé auprès des annonceurs. Et donc, tu fais des packages, tu valorises ça sur un package que tu vends à l'annonceur. Ils se sont beaucoup plus engagés derrière sur ce type de projet que juste simplement vendre une vidéo au hasard, un espace publicitaire quelconque. Ouais, ok. Hyper intéressant comment ça a évolué. Là, je t'envoie un peu, c'est un peu la partie qui peut te mettre un peu inconfortable, mais je ne peux pas répondre. Tu me dis, récemment, on a vu Squeezie dans sa dernière vidéo, Drama, parce qu'il y a 2 OP plus la promotion de sa propre marque. Et beaucoup de gens crient un peu au scandale en mode Squeezie nous cale 2 OP dans une vidéo, 2 coupures de 1 minute publicitaire, etc. Moi, personnellement, je vois aucun problème à ça. Surtout que contrairement à la télé, par exemple, tu veux skip l'OP, tu double tapes sur ton tel ou tu skip sur ta télé, ça prend 2 secondes à skip l'OP. Donc, ça coupe pas forcément la vidéo, quoi.
Mais beaucoup de gens crient au scandale en mode il nous cale 2 OP alors qu'il est blindé, etc. Quel est ton point de vue et quel est le futur de ça? Est-ce que dans 5-10 ans, ça sera devenu une norme qu'on cale 2, 3, 4 OP par vidéo? Parce que par exemple, il y a 10 ans, Diablo X9 avait été cancel parce que ça a été le premier à faire une OP sur YouTube. Après, les gens, ils calaient une OP par mois. Maintenant, c'est à chaque vidéo et ça pose aucun problème. Là, Squeezie, il change un peu, il se cale 2 OP dans une même vidéo. Comment tu vois l'avenir et l'évolution des marques qui se placent? Alors, ce type de question, enfin, pour moi, l'avenir, en tout cas, sur YouTube, là, on est vraiment sur... tu parles vraiment des opérations YouTube. Alors moi, ça me pose pas de problème aussi. Et même, c'est la suite logique des choses. En fait, déjà, il faut savoir un vrai truc que personne ne parle, mais pour moi, qui va être game changer. Et moi, je me prépare à ça de plus en plus avec mes talents sur YouTube. En fait, dans ce qui se passe au States, c'est qu'on va avoir de la publicité programmatique. YouTube va intégrer une nouvelle fonctionnalité qui sera sur tes OP en fait que tu fais. Tu vas pouvoir faire de la publicité programmatique. Ça peut paraître très oula, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir dans ta timeline YouTube, quand tu fais une OP avec NordVPN, avec là, je sais pas, il a fait une OP avec Cdiscount, je crois que c'était. Ouais, c'était Cdiscount et je sais pas, Seili. Bon, c'est les mêmes Avec de toute Seili, façon. voilà. Ouais. Mais en fait, avec Seili par exemple, donc Squeezie fait son OP sur Seili. Et le programmatique va faire que peut-être tu vas dire Seili, ils ont payé l'espace pour 2-3 semaines. Et une fois que tu arrives à échéance là, tu vas pouvoir mettre une autre OP différente dans la vidéo. Avec un CPM moins élevé, par conséquent, puisque la vidéo, elle est moins poussée, elle fait moins de vues. Pas forcément, tu peux le valoriser, ça dépend comment tu valorises. Okay. Et en fait, ça va être comme à la télévision, c'est-à-dire en fait, tu vends de l'espace publicitaire. Sur TF1, avant que ton programme The Voice commence, tu vas avoir la pub de Narta qui fait la promotion de ses déodorants, et 2 semaines après, ce sera Fanta qui va faire la pub de ses boissons. Et là, ça sera pareil. En fait, Squeezie va faire la promotion peut-être de Seili pendant 2 semaines, et puis après, dans 2 semaines après, il va dire, il va vendre cet espace-là à Cristalline qui va faire la pub de son nouvel eau, à la fraise. En fait, c'est ce qui va se passer. Au States, ça arrive. Ça a été testé dans une vidéo de MrBeast, j'ai vu passer ça. Peut-être, c'est très Il avait possible. fait ça sur une OP parce qu'il a toujours les fonctionnalités YouTube par avance. C'est possible. Et j'ai vu qu'il avait changé une partie du montage. En fait, il a un outil de montage complet sur YouTube. C'est connu sur YouTube, il y a un petit outil de montage pour cut des moments, mais on peut pas non plus. C'est vraiment pour couper des moments, enlever du son, c'est pas fou. Et ils sont en train vraiment de créer limite un Premiere Pro interne à YouTube pour changer des passages, allonger des passages, raccourcir des passages. Là, il avait pas changé d'OP, mais c'est un peu le même principe et c'est que la fonctionnalité existe déjà. C'est qu'il avait allongé la vidéo 1 semaine après la sortie de la vidéo. Alors là, c'est vraiment une fonctionnalité qui est interne à YouTube, qui vont permettre de vraiment faire des switches d'OP. Ça, c'est l'avenir. En fait, on va vraiment arriver comme dans des régies publicitaires à la télévision. Les créateurs ne vont pas juste vendre une opération, ils vont vendre un inventaire. Je mets vraiment le curseur sur ça, parce qu'on minimise très très peu, mais en fait, Squeezie se prépare à ça. Et il a tellement raison de faire ça. Le gars, il peut mettre à 2 espaces différents des pubs, et la vidéo va toujours augmenter au fil des années parce qu'elle fait toujours des vues. On sait que YouTube c'est connu pour ça, c'est que quand tu publies une vidéo, ta vidéo elle va perdurer sur 1, 2, 3, 5 ans parce que c'est un actif en fait, c'est vraiment un actif valorisable. Parce qu'on parle de YouTube Automation et compagnie, c'est ça? C'est pas ça que tu rigoles. Non, en fait, je trouve ça. Il y a plein de gens qui comprennent pas que YouTube c'est un réel actif qui dure à vie en fait. Mais c'est un actif qui dure à vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive dans ce nouveau game où on fait plusieurs OP. Alors évidemment, ça pose des questions maintenant sur l'éthique, sur tous ces enjeux-là. Mais en fait, la télévision, comment elle s'est construite, si on mettait une seule pub par spot TV, on n'aurait pas des programmes financés comme The Voice, on n'aurait pas des super IP comme la Coupe du Monde qui serait diffusée en France, parce que c'est quand même la base des revenus de la télé aujourd'hui, c'est les revenus publicitaires. Ils ont des énormes régies. Donc pour moi en tout cas, il faut pas s'inquiéter de ça, c'est un petit bad buzz qui va passer comme un autre, et il a aussi ouvert le marché en fait à ce qui va arriver sur YouTube, et peut-être qu'Instagram fera la même chose, et peut-être que TikTok fera la même chose sur des formats verticaux. On sait pas comment ça sera fait, mais je pense que il faut pas s'inquiéter de ça. Ils ont besoin de financement aussi pour financer leur production, ça coûte énormément cher. C'est pas lui qui se met dans sa poche, c'est des sociétés qui sont
c'est des centaines de personnes avec des comédiens, il faut payer les équipes de bump, il faut payer les équipes de production avec Unfold, enfin voilà, faut pas minimiser ça, c'est pas lui qui se prend un énorme cachet, évidemment il y a des choses qui vont dans sa poche, je dis pas le contraire, mais voilà, il faut pas non plus tout mettre ses œufs dans le même panier, il y a une nuance entre juste mettre 2 OP et je prends tout, et une nuance pour financer derrière ses formats et son avenir. Après, moi, je vois pas le problème personnellement de si c'est pour financer une vidéo ou si c'est pour se verser 10 millions d'euros de dividendes à la fin de l'année. Parce qu'en soi, il fait comme tout le monde, il travaille comme n'importe qui et il doit gagner de l'argent à un moment donné. Et je veux revenir sur quelque chose que tu as mentionné à l'instant, Squeezie avec Bump, Squeezie avec Unfold, les prods. À quel point tu penses que c'est important aujourd'hui pour un créateur de créer un écosystème? Parce qu'aujourd'hui, si on prend Squeezie, tout ce qui touche à ses vidéos, il n'y a rien qui sort en externe. La prod, c'est sa boîte de prod. Les OP, c'est son OP. Aujourd'hui, il signe des propres OP avec Ciao Kombucha, donc sa propre marque. À quel point aujourd'hui, c'est important de vraiment valoriser un actif et de créer tout un écosystème autour de sa personne. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Les créateurs entrepreneurs, hein, on en revient à ce terme qui pour moi va être un vrai game changer dans les années qui suivent. Le créateur va plus être juste simplement utiliser son image, mais en fait il va créer des actifs autour de lui. Et pas que créer, hein, il peut aussi racheter. Hein. Beast a racheté une néobanque pour ados aux States. Peut-être qu'on aura des créateurs qui vont monter leur propre startup avec leur propre plateforme. Pour moi, c'est l'avenir. Et on va pas juste avoir... en fait, là, on rentre vraiment dans la diversification des activités des créateurs. Le créateur va avoir son propre IP, c'est-à-dire sa propre propriété intellectuelle sur YouTube, Instagram, ses propres réseaux. Il va pouvoir créer des marques, donc des produits dérivés. Ça peut être du produit physique comme du service. Hein. Faut pas juste dire il va créer une marque de boisson, machin. Ok, c'est vu et revu, mais il y a aussi des services. Hein. Ça peut être une agence de montage vidéo. Inox a monté son agence de création graphique de créa. Ça peut être des startups. Ils peuvent aussi monter maintenant leur propre fonds d'investissement. Où ils vont pouvoir aussi financer des Startup Nation, des levées de fonds avec leur propre argent qu'ils ont fait. Donc c'est important. Après, on ne pourra pas avoir une agence par créateur. Je pense que ça sera difficile à avoir. Des boîtes de prod, oui, parce que ça, on peut vraiment produire en interne. Ça, je vois pas de souci. Et même des fois, regarde, Squeezie va utiliser Banijay. Alors, non, pas Squeezie, pardon. Des créateurs vont aller voir les grosses boîtes de prod comme Media One, Banijay, qui sont des énormes producteurs au monde parce qu'ils ont aussi des IP hyper connus, Koh-Lanta, ils ont, je sais pas, il peut y avoir Danse avec les stars, qui sont des IP qui vont racheter ces IP là pour produire leur propre format autour de cette IP là. Je sais pas si tu as vu passer, mais au UK, il y a des créateurs de contenu qui ont racheté l'IP de Famille en Or. Alors ça, c'est passé aussi un peu inaperçu, mais en fait, les créateurs vont racheter des IP populaires de la télévision pour l'adapter sur la nouvelle génération, la génération YouTube. Okay. Je trouve ça génial en fait, parce que vraiment on va pouvoir utiliser des IP qui ont un peu disparu de la télévision, mais les réadapter dans un nouveau format, nouvelle Gen Z, adapté à nos codes à nous. Donc ça aussi pour moi c'est l'avenir, c'est-à-dire qu'on va pas juste avoir des créateurs qui vont monter leurs propres actifs, mais aussi qui vont racheter des IP populaires pour les transformer. Et l'IP vaudra hyper cher. Quand par exemple on a vu Stop the Train qui est racheté par Banijay pour le produire au niveau international, ça aussi c'est hyper intéressant. Donc en fait les créateurs vont monter leur propre format qui vont aussi pouvoir revendre à des producteurs. On en revient vraiment au marché traditionnel de la télévision et du public. Hein. Il y a 50 ans, on disait ouais la télévision va concurrencer YouTube. Enfin, YouTube va concurrencer la télévision, mais en fait pas du tout. Aujourd'hui, le marché est complètement ouvert et tout le monde travaille les mains dans la main. Joyka qui a RMC Découverte qui a racheté les droits de Joyka pour diffuser ses vidéos sur RMC Découverte. On a vu des créateurs sur Prime Video, sur Netflix, avec leur propre format. On va avoir aussi, tu vois, des producteurs donc, du coup, qui vont racheter les IP comme avec Stop the Train de Squeezie. Donc en fait, tout le monde travaille main dans la main et c'est ce qui va se passer dans les années à suivre. Tout le monde va collaborer ensemble au fil de l'eau et de comment va grandir le marché. Ouais, carrément. Tu penses quoi Tu sais, il y a quelques années, on avait vu un peu le clash entre Ardisson, Squeezie, télé, vraiment versus YouTube. Et je trouve que ça évolue dans le bon sens, puisque aujourd'hui, ils travaillent vraiment, comme tu l'as dit, main dans la main. On a vu Squeezie qui a sorti
Je sais plus si c'était pour Gentlemate ou pour Chao Kambucha où il avait tourné une pub justement avec Avec Ardisson. Ardisson, ouais. Ouais, donc ça fermait un peu la boucle. Et aujourd'hui, la télé, Lena Situation et Couch, elle est sur Disney+. Inox, pareil, il avait vendu C'est le roi Kaizen Disney+, ouais. ouais, sur Disney+, etc. Joyka sur RMC. Je crois que Inox l'avait vendu à TF1 ou Michou qui avait bossé avec Danse avec les stars et qui l'avait adapté Bah, ce que tu dis, c'est hyper online. intéressant. Je pense que le vrai case pour nous, en tout cas chez Webedia, et ça, mon DG m'en parle énormément, c'est Kaizen. En fait, Kaizen a ouvert la voie du marché en France, en tout cas. Et même en Europe. Parce que, quand même, la France, on est vachement avancé dans le créateur économique, quand même, par rapport à d'autres marchés. Il y a 3 marchés en Europe qui sont hyper forts, c'est les UK, le Royaume-Uni, et l'Allemagne, qu'on minimise énormément. Mais l'Allemagne est l'un des plus gros annonceurs où il y a le plus de budget en influence marketing. Ok. C'est un peu que je le lance comme ça. J'aurais dit l'Espagne. L'Espagne, non, l'Espagne arrive, je crois, 4ème, 5ème. Ouais, parce qu'il y a des gros créateurs quand même. Ouais, en il y a des gros Espagne. créateurs, mais le marché n'est pas assez avancé encore. Mais petit à petit, après, ça va avancer. Mais Kaizen a été un vrai cas parce qu'en fait, Inox a dit non, moi, mon format, je veux qu'il soit diffusé uniquement sur YouTube parce que l'audience m'a suivi sur YouTube et je dois faire ce cadeau-là à ma communauté. Alors qu'il y avait des propals Netflix de Prime qui a racheté des millions d'euros, tu vois. Ils avaient compris, les Amazon, ils avaient compris que c'était un projet qui allait ramener énormément d'audience. Et Inox a voulu garder cette patte de dire bah non, en fait, nous, vraiment, je veux vraiment que mon projet soit diffusé sur YouTube gratuitement, ouvert à tous. Au début, chez Webedia, c'était un peu la réaction du non, mais il est fou quoi. Attends, il y a des propals qui sont énormes. Pourquoi il refuse ça? Et en fait, ça a été un choix hyper stratégique de sa part parce que ça a permis 2 choses. Plusieurs choses même. Ça a permis, à faire des avant-premières au cinéma. Ça a été lui qui a ouvert cette voie-là, à remplir des salles et des salles en France, 24 heures avant la publication sur YouTube. Donc en fait, les gens savaient que le lendemain, il y a alors ce format-là sur YouTube. Non, on va faire des avant-premières la veille. Carton plein, la France entière, encore, ça a eu des séances qui ont été rajoutées dans tous les sens, dans tous les cinémas. Ça a été même le samedi matin, on a rajouté des séances le samedi matin pour te dire ce que les gens ne voulaient des places. Donc ça a permis, ça a été 300 000 billets vendus pour le cinéma. Ça a été, mais de ramener les jeunes, faut se dire, on ramène la génération Z, les 18-25 ans, au cinéma, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. On avait tellement de mal à ramener ces jeunes-là, donc il a ouvert cette voie-là au cinéma, aux avant-premières. Première chose. Deuxième chose, son programme a été racheté par TF1 pour le diffuser, pas en prime time, mais en seconde partie de soirée sur TF1 à 23h. Pareil, ça a été des millions de personnes qui ont visionné ça. Enfin, ça a été dingue de se dire que ce programme-là est diffusé sur TF1 en seconde partie de soirée, juste après un Koh-Lanta. Enfin, mais j'avais vu une étude, je crois, il y avait 75% des Français qui avaient entendu parler de Kaizen. C'est dingue, tu vois. Ouais. Troisième chose, il a revendu ses droits à Disney+, qui est une plateforme SVOD. Donc, c'est-à-dire que maintenant, le programme n'est pas que sur YouTube, mais aussi sur Disney+. Donc, en fait, il a permis à ouvrir, et on en revient à... On ne diffuse pas sur une seule plateforme, mais en fait, on diffuse sur de la multiplateforme. On diffuse sur des plateformes SVOD, à la télévision, on va faire du cinéma. Et il a ouvert ce marché-là à ce qui a permis à Michou avec Terminal, pareil, les AVP. Alors lui, il n'a pas encore vendu ses droits sur des plateformes SVOD, peut-être qu'il le fera dans les années à suivre. Joyka qui a revendu ses droits, il y a RMC Découverte au groupe RMC BFM. Pareil, ça a été un vrai déclic. Tu as évoqué une seconde chose qui n'est pas pareil, c'est l'IP avec Danse avec les stars internet. Là, c'est encore autre chose parce que on part d'une IP populaire qui appartient à un producteur, là en l'occurrence qui est ITV, et on va utiliser cette IP là pour décliner un format pour internet. Alors ça a été un carton sur Twitch, même ça a été diffusé sur TF1. Bravo, j'ai envie de dire. Mais c'est encore autre chose. Là, c'est pas de la multiplateforme, c'est vraiment, on va réutiliser une IP populaire, un peu comme Koh-Lanta, comme tous ces programmes-là phares, et on va l'adapter à une génération qui est la nôtre, donc les 18-35, on va dire, qui ne vont pas forcément regarder ça sur la télévision, mais qui vont regarder avec des personnalités qu'ils connaissent sur Internet. Moi, je me pose une question. Quel est l'intérêt des plateformes plus traditionnelles de racheter les droits des vidéos? Par exemple, Lena avec Couch est diffusée sur Disney+, mais tous les épisodes sont sur YouTube. Kaizen, il est dispo sur Disney+, sur YouTube, il a été diffusé à la télé. Quel est le réel intérêt alors que sur YouTube, n'importe qui peut aller le voir gratuitement? Bah, tu cites pas les mêmes audiences. Dire qu'effectivement, YouTube a quand même permis
à aller voir ce programme-là, mais tu peux aussi en fait t'ouvrir à l'international. Les gens qui sont au States, les gens qui sont en Espagne, les gens qui sont peut-être au Japon, qui regardent Disney+, ils ne connaissent pas forcément ces créateurs-là, donc ça a permis aussi une traduction de Kaizen, par exemple, à l'international, à ouvrir une audience vraiment, parce que c'est vraiment sur Disney Monde, enfin Disney+, Monde, quoi. Donc en fait, on va pas que toucher de l'audience française, on va aussi aller chercher d'autres audiences ailleurs dans le monde pour faire découvrir le programme. Couch, on a des invités internationaux, donc ça permet aussi de faire découvrir les situations à d'autres audiences, à d'autres pays, qui vont pas forcément regarder ce contenu-là sur YouTube parce qu'il n'est pas forcément mis en avant dans ces pays-là. Donc c'est plus un enjeu de faire connaître à d'autres pays, et sur les plateformes, enfin sur les diffuseurs comme TF1, les diffuseurs traditionnels, pardon, je n'arrive plus à parler, ça va être plus pour toucher une audience qu'on n'aurait pas l'occasion de toucher sur du YouTube. Les 40, 50, 60 ans qui connaissent pas forcément, ils vont peut-être regarder ce programme-là sur un TF1. Faut savoir, la moyenne d'âge à la télévision, elle est quand même dure, hein, c'est entre 50 et 60 ans. Je crois France 3 c'est 65 ans. Je crois que TF1 c'est 55 ans, tu vois. Donc à partir de là, en fait, tu touches pas forcément la même audience que nous on regarderait directement sur YouTube, parce qu'on a fait partie de cette génération-là. Donc en fait, ça ouvre vraiment plus le spectre à d'autres audiences, à d'autres pays, pour augmenter la visibilité et donner de la crédibilité. Donc pour eux, c'est hyper intéressant. Mais est-ce que, si on continue d'évoluer dans ce sens-là, est-ce que tu penses que YouTube, Instagram, les réseaux en général finiront par remplacer la télé, que la télé n'existera plus? Parce que, par exemple, de notre génération, plus personne ne regarde la télé. Hier soir, c'est marrant, je suis en train de regarder Le Diable s'habille en Prada avec ma copine. Ma mère m'appelle et elle me dit tu sais pas ce qui passe ce soir à la télé, etc. Le Diable s'habille en Prada. Parce qu'elle sait que ma copine adore ce film. Je n'ai pas allumé la télé depuis des années et des années, parce que je n'ai même pas le réflexe d'aller sur la télé comme pourraient avoir les 50 plus. Mais une fois que cette génération, voilà, on part un peu dans du dark, mais ce sera éteint ou ils deviendront plus âgés, est-ce que tu penses que notre génération et les futures générations continueront de consommer la télé? J'avais écouté un super podcast qui s'appelle Speakeasy, et il parlait de ça en fait, de l'avenir de la télévision. Je le rejoins sur pas mal de sujets. Il disait que les diffuseurs TF1, M6 en fait vont devenir des plateformes, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. TF1+, M6+. Là, je crois qu'il y a eu RMC+, qui a été lancé. France TV avec sa plateforme aussi. En fait, ça va être un peu... quand tu vas allumer ta télé, tu auras ta grille. Tu auras YouTube, tu auras Netflix, tu auras Amazon. En fait, tu auras aussi TF1+, tu auras M6+. Et il n'y aura plus forcément de tête de TV linéaire. Mais ils ont quelque chose qu'on ne pourra jamais leur enlever. Ils ont des IP, ils ont des programmes qui sont hyper phares. Alors par exemple, moi, ma mère, je regarde aussi un peu, c'est Marie au premier regard. Tu vois, c'est des programmes qui sont... c'est pas des programmes que tu pourras voir ailleurs, parce qu'en fait, ces diffuseurs-là ont racheté les droits du programme en France, et personne d'autre peut les avoir. The Voice, pareil, c'est un programme qui est hyper populaire. Danse avec les stars. Ces programmes-là ne pourront pas disparaître, parce qu'ils sont tellement forts, tellement ancrés dans toutes les générations. Et là, on est vraiment sur de l'intergénérationnel. Toi, tu regardes pas, mais peut-être il y en a d'autres qui vont regarder. Il y en a qui ont été fans de voir Marcus à Danse avec les stars, et qui regardaient tous les vendredis soirs Danse avec les stars pendant 8 semaines. Et bien en fait, c'est ce qui va se passer. Et en fait, ces programmes-là, on les retrouvera uniquement sur ces diffuseurs-là, sur ces plateformes. Donc, si je vais aller voir Danse avec les stars, hop, je vais ouvrir TF1+. On sera plus sur du direct, mais on sera en fait sur de la rediffusion. Genre le programme, comme une vidéo YouTube en fait. Tu vas cliquer sur ta vidéo et tu vas regarder le programme. Bien sûr, avec une heure définie. Moi, je pense qu'on va plus aller sur ça en fait. Les diffuseurs ne vont pas disparaître, parce qu'ils ont des IP tellement fortes que personne ne pourra les racheter à part eux, parce qu'ils ont quand même des régies publicitaires, et les régies derrière pour faire de la pub, ça sera sur les plateformes directement, dans les vidéos évidemment, comme on fait avec YouTube. Donc on va avoir un peu toutes ces plateformes là qui vont se mélanger dans notre grille. Donc je pense que la télé va pas disparaître grâce à leurs IP qui leur sauvent un petit peu, et aussi quand même à l'avance qu'ils ont dans les régies pub. On pourra pas leur enlever ça. Ils ont des centaines et des centaines de personnes qui travaillent pour vendre des inventaires, et sur ça ils ont quand même ce savoir-faire que n'ont pas forcément nous, en tout cas agence, mais qu'à Webedia évidemment, parce que c'est quand même une grosse régie pub. Mais je pense qu'on va aller sur ce genre de schéma-là à l'avenir.
Et ça me paraît logique parce que tu peux pas faire disparaître des diffuseurs comme ça du jour au lendemain. Ça fait 30 ans qu'ils existent, qu'ils connaissent le marché. Ils commencent à aller un peu sur l'influence, tu vois. M6 qui a lancé leur branche M6 and Beyond, qui font des campagnes d'influence maintenant avec les animateurs télé qu'ils ont chez M6. Donc tu vois, ils commencent à réfléchir. M6 quand même qui est allé sur YouTube. Je sais pas si t'as vu, moi ça m'a choqué. J'ai vu M6 Plus Doc avec les enquêtes d'action, mais tu sais que franchement, moi je me tape ça tous les soirs maintenant. Enquête d'action sur M6 Doc, machin, c'est génial parce que je veux pas aller sur M6 Plus, mais du coup je l'ai sur YouTube, mais avec la pub de YouTube. Et M6 sont contents parce qu'ils se rémunèrent aussi à la monétisation, à ce qu'ils gagnent sur les vidéos. Donc pour eux, c'est un inventaire qu'ils ont déjà produit, qu'ils ont déjà financé grâce à leur production, mais qu'ils vont pouvoir rentabiliser. Ils vont pouvoir rentabiliser cet actif-là sur YouTube. Donc c'est vraiment un complément pour eux, pour toutes ces plateformes-là. Et Banijay fait pareil. Ils savent qu'ils produisent des formats comme Koh-Lanta, machin, ou des grosses IP. Et ben cette IP-là, ils vont pouvoir la diffuser maintenant sur YouTube. Et donc pour eux, c'est que du plus. C'est de la rémunération. Ils font vraiment que du bénéfice sur ça, parce qu'ils ont déjà payé la production. Mais est-ce que tu vois un futur où toutes ces grosses productions sera Danse avec les stars, si tu veux le regarder, sera vendredi 21h sur TF1, sur Twitch, et les rediffs de Koh-Lanta, tu verras un Denis Brognard faire une OP NordVPN pendant la diffusion sur YouTube, où ils vont vraiment axer sur des plateformes VOD. Dans 25 ans. Je pense qu'il y a quand même un enjeu de live, le live qui est hyper important. Twitch, je trouve, est en train de mourir. C'est un autre débat qu'on pourra discuter dans un autre sujet si tu veux, mais je pense que Twitch, faut savoir, là les audiences sont revenues très très bas. Hein. On en revient aux audiences avant Covid, donc c'est quand même assez problématique. Je pense qu'Amazon a du souci à se faire sur Twitch. Bon, il y a un vrai déclin sur ça. Le YouTube Live quand même reste un vrai game changer, vraiment. On minimise beaucoup YouTube Live, mais c'est quand même la principale plateforme où on fait du live aujourd'hui dans le monde. Donc ça prouve que au-dessus de Twitch sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Alors, le monde, hein. Pas qu'en France, parce que nous on a l'habitude de consommer sur Twitch, mais les Américains consomment pas différemment. En Espagne ils consomment différemment. Totalement, ouais. Après il y a eu Mixer, tout ça, Kik aussi. Parce que chaque pays a ses habitudes de consommation qui divergent, et ça en fait partie. Mais YouTube Live reste quand même la première plateforme de live au monde. Faut le savoir, et en France on a toujours le truc de Twitch, machin. Tout le monde va sur Twitch, mais je pense que bon, on va avoir peut-être dans 1 ou 2 ans, tout le monde va revenir sur YouTube Live. J'y crois. Mais il y a déjà de plus en plus de créateurs qui commencent à diffuser depuis que Twitch a autorisé ça, à diffuser à la fois sur Twitch, sur YouTube et sur TikTok. C'est vrai. Il y a 2 ou 3 jours, je suis tombé, je me baladais sur TikTok un soir, je vois Zach Nani sur un Zach en roue libre sur TikTok. C'était 2000 viewers, ce qui est énorme pour TikTok. Pareil sur YouTube, il était à 3-4 000 viewers. Je suis pas allé voir sur Twitch parce que j'ai plus l'app. Mais alors je te rejoins, je comprends ta démarche. Effectivement, on peut avoir du multiplateforme live, c'est vrai. Mais je pense quand même que Twitch, il va avoir un problème avec Twitch dans les années à suivre. Je ne sais pas lequel, mais vu les audiences de Twitch actuellement, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que ça va pêcher. On est vraiment dans la descente aux enfers de Twitch. Pour moi, en tout cas. Mon avis. Chacun après a ses habitudes de consommation, mais je pense qu'il va y avoir un problème. Et par contre, je te rejoins entièrement sur le fait de faire de la multiplateforme. C'est vrai, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur Inoxtag Kaizen, où on va faire de la SVOD, de la télé, du cinéma. Là, c'est un peu pareil. Sur ça, je te rejoins. J'ai perdu la question de base quand même. C'est quand même dingue qu'on aille hyper loin. Le multiplateforme, je sais plus ce qu'on racontait. Parler de... C'est dingue. Propriété intellectuelle, multiplateforme, Twitch va mourir. Ouais, et avant, c'était quoi ta question? Je sais plus. Je sais plus. C'est pas grave. Ah oui, sur les plateformes qui sont... donc oui, le live. Donc, pour moi, je pense qu'effectivement, il y aura toujours une dimension live dans les contenus qui vont être produits à l'avenir sur les réseaux sociaux. Mais par contre, on les retrouvera directement sur les plateformes comme YouTube, comme M6+, comme Prime, etc., etc. Ok, hyper intéressant de parler de ce milieu qui est inconnu et pourtant omniprésent dans la vie de tout le monde. Mais j'ai envie de revenir un peu sur ton métier d'agent. Tout à l'heure, tu m'as parlé, et toi, c'est ton cas à toi, mais c'est peut-être pas forcément le cas de tout le monde. Moi, je veux vraiment accompagner le créateur et faire tout ce qu'il n'a pas envie de faire, en gros, et m'occuper de toute la partie autour de vraiment faire des vidéos qu'on peut voir. En tant que créateur, demain, je suis créateur, je cherche un agent. Comment je sais si cet agent est fait pour moi? Signé chez Paul. Mais, par exemple, parce que toi, l'argent, c'est pas un moteur nécessaire parce que tu es vraiment passionné par la création de contenu et tu veux vraiment bien t'occuper du créateur. Mais il y a peut-être des agents, ils sont là
pour faire de l'argent, ils vont te faire signer des plateformes de paris sportifs ou casino en ligne où tout le monde sait que ça rémunère extrêmement bien. L'agent, il prend, je sais pas, 20%, 30% en moyenne de l'OP. Certains agents auraient tendance à dire signe cette OP, quitte à détruire un peu l'image du créateur derrière. Comment je sais si cet agent est fait pour moi ? Il n'y a pas de bon mauvais agent. C'est dur de trouver le bon agent. Oh, la réponse de politicien. Ah, on fait pas de la politique ici. Non, en vrai, c'est dur de trouver un bon agent parce que déjà, il faut trouver un agent qui te comprenne, qui comprenne ton ambition. Tu vois, là, je travaille avec The Wingzer, qui a un super talent, 100 000 sur Insta. Il faut quand même avoir la vision de se dire, ok, faut aller qu'on aille le plus loin possible ensemble, de où tu vas aller dans 2-3 ans. Déjà même un an, tu veux aller dans un an. Le temps passe tellement vite et les schémas vont tellement vite sur la créateur économique qu'il faut s'adapter à tout. Donc moi je dis déjà, en fait, c'est déjà comprendre concrètement, si tu veux avoir un bon agent, c'est savoir de où toi tu veux aller dans X temps. Déjà. Si t'as pas de vision claire de où tu vas aller, de ce que tu veux faire, c'est compliqué parce que l'agent il peut pas se projeter et il peut pas t'accompagner. Après, tu as les agents qui sont là, qui ont juste accompagné des grosses personnalités, tu vois, comme des Inox, comme des Michou, comme des Squeezie, parce que c'est des top talents et que eux, c'est pas les mêmes enjeux qu'un talent qui va se lancer, qui a 1000, 10 000 abonnés. Enfin, on n'est pas sur les mêmes proportions non plus. Et donc, c'est des agents qui vont plus avoir le rôle de garder la crédibilité du créateur et de le faire développer, vraiment le diversifier. Tu vois, il y a un peu deux étapes, je dirais. Il y a vraiment l'étape de je fais progresser mon talent jusqu'à un certain niveau où il va être populaire. Et après, une fois qu'il est bien implanté, je vais plus passer à l'étape de comment j'arrive à le diversifier. Comment j'arrive à le faire aller sur de la télévision. Comment j'arrive à le faire aller sur des plateformes SVOD. Comment je vais lui faire des produits dérivés. Donc tu vois, c'est vraiment moi je dirais, il y a vraiment ces deux étapes-là. Moi j'ai fait un peu l'étape 1 avec Kossi de jusqu'à 100 millions d'abonnés sur YouTube. Une fois qu'elle a atteint ce niveau-là, moi seul je pouvais plus l'accompagner parce que c'était beaucoup trop gros, il y avait beaucoup trop de choses qui se passaient et j'avais pas les ressources, les outils nécessaires pour l'accompagner au-delà. C'est énorme quoi, on se rend pas compte, mais quand t'as 16-17 ans et que tu as 1 million sur YouTube et que tu as des opérations, qu'il faut que tu te structures en société, qu'il faut que tu comprennes que tu as une image aussi à maintenir, que tu es encore au lycée, que tu n'as pas passé ton bac, c'est dur et tu peux pas faire n'importe quoi. Et c'est là qu'Henri est assez utile parce qu'ils savent accompagner ces talents-là et ils savent les amener sur de la vraie structuration. Et après, une fois que ton talent est structuré, tu peux diversifier, tu vois, tu peux l'amener, peut-être qu'aussi on les verra dans 3 ans animés dans sa stars internet. Je dis ça, ça va peut-être pas le cas, mais ouais. Tu vois, c'est vraiment comprendre que le bon agent, c'est déjà une personne qui comprend ta vision de où tu veux aller. Et pour arriver à ce niveau-là, c'est qu'est-ce qu'on fait pour y arriver ensemble. The Wingzer, c'était un vrai travail de, ok, aujourd'hui, si tu veux produire une vidéo par semaine, il faut des monteurs. Tu vois, donc il faut aller structurer, il faut dire ok, bon maintenant il faut qu'on fasse ça, mais il me faut de l'argent. Ok, du coup on va vendre beaucoup peut-être sur mars-avril pour te faire un fonds, un matelas de sécurité, de pouvoir financer après tes actifs. Il a pas aujourd'hui, on va relancer YouTube en mai, parce qu'il avait arrêté depuis 2-3 ans. On n'aurait jamais pu relancer YouTube si on n'avait pas fait cette phase de ok, on se construit un matelas de sécurité, on recrute des monteurs pour que la partie format verticaux sur Insta, TikTok tourne tout seul. Et YouTube, vas-y, on se lance, on relance le truc avec, pourquoi pas, un premier sponsor qui va aller financer une première vidéo. Enfin, tu vois, c'est vraiment c'est construire quelque chose avec le talent. C'est pas juste vendre pour vendre. Ça, pour moi, un agent qui est juste là pour se faire de la thune et pour vendre, je ne vois pas du tout l'intérêt. Parce qu'en fait, t'accompagnes quoi ? T'accompagnes juste, tu fais juste à ton billet et ça s'arrête ici. Tu construis quoi avec le talent ? Pour moi, c'est le premier élément de réponse en tout cas. Après, voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais agent. Après, il y a des créateurs qui veulent juste avoir un agent pour le business, tu vois, juste pour leur trouver des opérations commerciales et ils sont tous les deux contents. Allez-y. Pour moi, là, t'es plus un commercial. C'est-à-dire, tu vends ton talent et tu le vends auprès d'agences, auprès d'annonceurs. Super, tu prends ta commission, on n'en parle plus. Ciao, bingo, au revoir. Moi, je pense que c'est pas ça. Moi, je pense que quand t'es vraiment agent, t'accompagnes de A à Z ton talent. Et hier encore, j'étais en tournage, tu vois, pour te dire, j'étais sur le tournage pour vérifier que tout se passait bien, que tu vois, j'ai aidé à enfiler un costume. C'est une connerie, tu vois, mais
t'es là aussi pour que le talent puisse se libérer de sa charge mentale. T'es un peu son psy aussi. Tu discutes avec lui de sa vie perso, pro, comment il se sent. Si un talent se sent pas bien, il peut pas travailler dans des bonnes conditions. Donc pour moi, l'agence, c'est tout ça. C'est vraiment pouvoir accompagner ton talent de A à Z. Avec aussi, j'ai des anecdotes, mais j'allais chercher 200 kilos de sable pour un tournage pour faire un décor d'été. Mec, j'ai fait du papier peint. Mais tu vois, c'est drôle. Mais aujourd'hui, on en rigole. Mais c'est ça en fait pour moi. C'est vraiment juste être passionné par ce que tu fais et te dire, je crois en ce talent-là parce que je sais que dans X temps, ça va fonctionner et j'ai envie d'y croire et j'ai envie de l'accompagner. Et des fois, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Alors. T'as participé à qu'il arrive là aujourd'hui. Pour moi, c'est ça le plus beau dans ce métier-là. Tu m'as dit que un bon agent fait entre guillemets tout pour le créateur, c'est son vrai bras droit, fait partie d'un de ses meilleurs potes parce qu'au final, un de ses meilleurs potes, il y a toujours le côté professionnel, mais dans le sens où tu connais quand même toute sa vie, qu'elle soit pro, 100% pro et beaucoup de perso quand même. Et dans le pro, parce qu'au final, t'es presque un associé du créateur tant que l'agent bosse avec le créateur. Est-ce que ça arrive que c'est le cas avec Bump de Squeezie, avec qui il a fondé Bump, c'est son ancien agent, mais est-ce que ça arrive que les agents soient associés des produits dérivés des créateurs, par exemple Ciao Kombucha, La Glace avec Joyka? Est-ce que le directeur de projet et actionnaire entre guillemets des bénéfices, j'en sais rien, du créateur, ou c'est vraiment il bosse pour et il bosse à la commission au salaire? C'est une très bonne question. Là tu mets un point sur une différence majeure entre agent et agence. L'agent, soit il est indépendant, soit il est en agence, c'est-à-dire qu'il est engagé pour une agence pour gérer ce talent-là. Ce que fait très bien Bump, c'est-à-dire que c'est une agence, ils ont différents agents pour accompagner différents créateurs. Un agent peut s'occuper de plusieurs créateurs évidemment pour optimiser les coûts, ça arrive énormément. Dans un agent, je l'ai très peu vu, mais voire pas du tout. Qu'un agent ait des parts dans des projets de produits dérivés. Il va plutôt avoir des parts soit dans l'agence. Des fois, il y a des talents qui montent avec leur agent, leur propre agence. Okay. Ça arrive énormément. Ou leur propre boîte de prod. Donc l'agent va avoir des parts dans la boîte parce qu'il a participé à la création de ce projet-là. Ce qui est plutôt logique. Je l'ai très peu vu dans les produits dérivés. Par contre, ça va arriver de plus en plus dans les années à suivre où effectivement l'agence va avoir peut-être un pôle ou une division dans sa structure qui va être que du produit dérivé ou la startup lab en fait. C'est-à-dire on monte un projet, le créateur apporte 70 et 30% c'est l'agence. Mais par contre l'agence va apporter tous ses outils, toutes ses compétences, toutes ses ressources pour aider aux produits dérivés. Ce que fait très bien MrBeast, voilà, aux States, c'est il y a effectivement 70% de lui et peut-être 30% de son empire. Bon, après, ça lui appartient, donc en soi, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais bien sûr, les agences vont pouvoir maintenant investir dans les projets des créateurs. Influx l'a fait avec Influx Investment Capital. Ils ont monté un fonds d'investissement pareil qui appartient au groupe Influx. Et donc, ils vont financer les projets des créateurs à hauteur de tant de pourcents. Si je me trompe pas, à vérifier quand même. Mais je sais qu'ils ont monté ça. Et donc, oui, on va arriver avec des agences qui vont investir dans les projets des créateurs à une certaine hauteur. Et après, les bénéfices, évidemment, si le projet explose, revient au 70-30 de l'agence. J'ai envie que tu nous expliques un point. Qu'est-ce que Webedia? Parce qu'en fait, quand on dit Webedia, on pense juste c'est une agence. Mais en réalité, c'est bien plus gros que ça. Parce qu'en fait, quand un créateur dit je suis chez Webedia, en fait, il est dans une agence qui appartient à Webedia derrière. Webedia, c'est juste parce que c'est le nom, c'est le connu, c'est le public, mais en réalité, il y a des centaines de boîtes qui sont à l'intérieur, si ce n'est des milliers de boîtes à l'intérieur de Webedia. Alors, je suis pas le mieux placé pour parler de Webedia, parce que moi, je suis complètement externe. Voilà, j'ai aidé le DG sur 2-3 sujets en interne. Webedia, pour faire simple, en gros, c'est un peu 3 divisions. C'est la division 1 de la production. Un peu, voilà, faut voir ça un peu en 3 branches. La branche 1, la production. Donc, ils vont produire à la télévision. Ils ont différentes boîtes de prod internes. Ils les aident, qui produisent des fois des spots TV, qui ont produit aussi le spot de Inox pour Kaizen. Donc, différentes boîtes de prod qui vont produire différents formats pour le cinéma, pour la télévision, pour des séries. Ça peut être tout et n'importe quoi.
une division média, où ils vont avoir donc différents médias dans différentes thématiques, thématique food, thématique sport, ils ont dans le cinéma aussi, par exemple Allociné, ça leur appartient, typiquement. Donc beaucoup de médias, je sais pas combien ils ont de marques médias, plus d'une trentaine je pense à leur actif. Donc ça c'est quand même une grosse division qu'ils ont. Et la troisième branche qui est la partie influence, donc avec toute la partie créateur de contenu qu'on connaît, les créateurs qui sont signés en interne, mais aussi toutes les opérations qu'ils font. Comment fonctionne Webedia? En fait, ils ont une régie publicitaire unique qui permet en fait de vendre du package. Donc quand par exemple on va avoir un Fanta qui va venir contacter Webedia, Webedia en fait il va vendre quoi? Il va vendre de la pub sur Allociné, ils vont vendre de la production, peut-être live pour leur prochain format, ils vont vendre Inoxtag pour promouvoir le prochain produit. Donc en fait on va pas être juste sur un simple annonceur qui va venir et acheter Inoxtag, ils vont essayer de leur vendre le maximum de choses. Ils font aussi du référencement, ils font de la publicité programmatique, en fait ils font tellement de choses, ils ont tellement de compétences et de savoir-faire qu'ils vont vendre tout et n'importe quoi. C'est hyper intéressant parce que du coup ça permet en fait de réunir le marché dans une seule régie, et donc quand Inox dit ouais j'aimerais bien que ce soit Crystalline qui finance son prochain concept. Ah ben oui, on a déjà Crystalline, super, ok, bon, on a déjà le contact en direct, on y va. Donc c'est pour ça que Webedia est très très fort sur ça, parce que c'est une régie publicitaire qui est unique et qui permet de contacter, qui a vraiment tout le marché. Et encore les opérations de Michou aujourd'hui, c'est Webedia. Tu vois, derrière, ça passait par Webedia et le live était produit même, tu vois, chez Webedia, alors que Michou n'était plus du tout chez Webedia. Donc faut pas avoir cette image de dire ah oui d'accord ils bossent plus avec Webedia, non pas du tout, il y a plein d'opérations qui passent par Webedia parce qu'ils ont ce réseau là, ils ont ce savoir-faire là et qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ok, hyper intéressant ce que tu racontes. Est-ce que on parlait beaucoup tout à l'heure par exemple du CPM, 1 million de vues, enfin 1000 vues, 30 €. T'aimes le CPM, hein? Non, tu non, veux non, qu'on non. aille sur ce sujet? Non, là il y a pas trop d'argent, mais est-ce que il y a des créateurs qui font par exemple énormément de vues mais qui n'ont aucune valeur business pour X ou Y facteur? Notamment c'est dans l'entertainment. L'entertainment a un CPM plus bas sur le marché de YouTube parce que c'est pas niche. Ouais, c'est moins Par qualifié. exemple, quand tu regardes une vidéo d'astronomie, t'es fan d'astronomie. Donc automatiquement ton CPM va être plus haut parce que l'annonceur, YouTube c'est cool, c'est Google Ads en gros. Donc quand moi je suis une marque de télescope, je veux faire de la pub sur YouTube en vidéo, mon petit spot TV avant de regarder la vidéo, je vais placer logiquement mon spot de télescope à ce moment-là. Parce que l'audience est ultra engagée et donc du coup tu payes plus cher les 1000 vues parce que tu sais que c'est de potentiels acheteurs par la suite. Donc ça paraît logique. L'entertainment, tu cibles beaucoup plus large. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être ma mère, ça peut être n'importe qui. Donc le truc, le CPM va être beaucoup plus bas parce que tu ne cibles pas forcément quelqu'un en particulier. C'est plus difficile en tout cas. Donc ton CPM va être, je sais pas, entre 2 et 5. Alors que sur de l'astronomie, tu vois, c'est un CPM entre 10 et 15, voire des fois 20 certains créateurs. Sauf, je trouve quand même, sur les vidéos des gros créateurs, quand même on a un CPM beaucoup plus haut parce qu'il y a de l'audience qualifiée derrière. Donc on peut pas le nier. Mais voilà, il y a cette histoire de niche qui joue beaucoup dans la valeur du CPM et ce qui est plutôt cohérent. Quand tu sais que tu es une marque de jardinage, tu vas aller sponsoriser des gens qui vont regarder des vidéos de nature ou de jardinage. Voilà, mais parce que c'est beaucoup plus qualifié. Ok, ouais, ça paraît assez ça logique. Paraît Comme ça paraît logique, mais des fois on se rend pas compte de la différence. Quand déjà tu passes d'un CPM à 5 à 10, tu le sens passer, hein. C'est-à-dire que tu fais x2 déjà sur ton revenu. Donc imaginons. Et encore en France, on est des petits parce qu'aux États-Unis, c'est du 20, 35 voilà, euros. Après, c'est pas le même marché, c'est pas la même... ils sont beaucoup plus en avance sur nous, ils ont compris beaucoup plus de choses. Et c'est pas aussi le même type de vidéo. Nous en France, on a quand même des vidéos qui sont beaucoup plus longues parce que l'audience française aime consommer long. Alors qu'aux States, il faut que ça aille vite et c'est efficace. Tu vois, les vidéos elles font entre 8 et 10 minutes max. Et ça s'arrête ici, alors que nous en France, des vidéos peuvent faire 1h15, on va regarder 1h15. Donc c'est pas aussi les mêmes. C'est deux marchés complètement différents. Et souvent on les compare énormément, mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes habitudes de consommation. En France, on consomme différemment qu'aux States. Et c'est pareil sur la nourriture.
En Italie, tu consommes de la paella. Nous, en France, on va consommer du fromage et du pain. Voilà. Et c'est pareil partout dans le monde, en fait. Et c'est pareil sur YouTube. Ça fait aujourd'hui 5-6 ans que tu es agent, ça fait un bon petit moment. Donc tu as pas mal d'expérience. 5 ans, ouais. 5 ans. Sur quoi tu as le plus changé d'avis sur ce monde-là, de la création de contenu, de l'influence, d'un point de vue créativité, business, peu importe. Sur quoi tu as le plus changé d'avis avant de travailler dans ce secteur d'un point de vue extérieur et depuis que tu es à l'intérieur du secteur, au cœur du secteur? Je peux même pas te répondre. Je pourrais pas te répondre. J'avoue que là, je sèche un peu. J'ai pas forcément beaucoup changé d'avis. Enfin, moi, j'ai quand même assez impressionné de comment les choses vont très vite. Quand je suis rentré dans ça, je t'avoue, j'aurais jamais imaginé faire autant de choses que j'ai faites aujourd'hui. Des fois, en fait, tu te retrouves... Je pense le déclic que j'ai eu, c'est comment ça structure. Genre, tu passes d'un mec lambda qui était mon meilleur pote de collège à un vrai créateur connu qui a monté sa propre société, qui fait tourner sa propre activité avec des annonceurs qui sont là et qui sont prêts à financer pour ses vidéos. Donc moi, ce qui m'a impressionné, et c'est là où j'ai un peu changé d'avis, c'est... Ouais, je suis passé du mec qui en rigolait un petit peu à dire je fais ça juste pour déconner, j'installe une lampe et j'aide à faire 2-3 tâches annexes, à un vrai métier avec une vraie activité, avec des vrais enjeux derrière. Avec bien sûr des fois avec des personnes qui travaillent derrière, donc il y a de la ressource humaine, il y a des coûts, il y a des charges qui sont quand même aussi à prendre en compte, donc c'est un vrai business, c'est une vraie activité entrepreneuriale, et donc il faut faire tourner l'activité. Tu connais très bien ce sujet parce que tu fais ça, donc tu prends des risques, alors qu'avant au collège c'était ouais bon le risque il est de zéro, t'investis rien, tu t'amuses, tu t'éclates et puis tu fais ça par passion. Donc j'avoue j'ai un peu changé d'avis sur ça où je suis passé du gars qui faisait ça pour s'amuser à un vrai métier, à des vrais enjeux des fois. Surtout maintenant quand j'arrive sur du The Windsor, sur du Big Flow Oli, on n'est pas sur les mêmes attentes aussi, les mêmes budgets. Même chez Webedia, quand tu sais que des fois qu'ils vendent leur... C'est vrai que chez Webedia quand ils vendent des fois des formats... Là, ils ont vendu, je sais pas, sur le bouseux, tout ça, c'est des budgets à 150-200 000 euros le package. Et quand tu sais qu'un annonceur est prêt à mettre 150-200 000 euros pour un événement ou pour un format, tu te dis, ah ouais, quand même, on est vraiment sur un autre niveau d'influence que je voyais pas du tout. J'aurais jamais pensé toucher à ces montants-là et entendre ces montants-là dans le secteur. Donc alors, j'ai un peu changé ma perception sur ça. Après, en vrai, le métier évolue aussi au fil des années. Donc tu t'adaptes au métier que tu as. Mais c'est un peu la seule chose qui m'a fait dire waouh, ok, attention quoi. Tu touches à de l'argent, tu as des enjeux, des annonceurs qui payent pour quelque chose, tu as des équipes derrière qui travaillent avec ces talents-là. T'as pas intérêt à faire n'importe quoi. Le milieu il évolue super vite. Il y a 5 ans, Squeezie disait 50 000 euros, j'ai signé 50 000 euros une OP, 50 000 euros c'était... Monstrueux. Qu'est-ce qu'il nous fait alors qu'aujourd'hui c'est presque devenu banal. 50 000 euros c'est Bien la sûr. petite OP sur une petite vidéo parce que ça finance une prochaine vidéo avec une prod à 500 000 euros que je dois mettre derrière ou des Kaizen qui coûtent 2 millions d'euros à produire, ce qui est fou et ce qui est top parce que c'est qu'avec des acteurs comme ça que ça fait progresser les marques, le budget, la créativité, donc hyper intéressant de se positionner là-dessus. Qu'est-ce qui différencie un créateur qui est là depuis 10-15 ans comme un Squeezie et un créateur qui est là pendant 3 ans et qui disparaît? L'expérience. Un créateur qui arrive il y a 15 ans, déjà, il n'aurait jamais pensé en faire un métier. Non mais même quelqu'un qui arrive aujourd'hui qui va durer 15 ans et quelqu'un qui arrive aujourd'hui et qui va s'éteindre dans 2-3 ans. Oh, wow. Alors attends. Tu parles donc de quelqu'un qui est arrivé il y a 3 ans. Ouais. Il s'éteint aujourd'hui. Ouais. Et quelqu'un qui arrive aujourd'hui qui peut durer 15 ans. Ouais. La personne qui s'éteint il y a 3 ans, c'est qu'elle n'a pas su perdurer dans le temps. On peut pas devenir un créateur connu en 2 mois. Alors ça arrive, hein. Ça peut très bien arriver. Je dis pas le contraire. Si tu gères très bien, tu as une très bonne stratégie, machin, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Un créateur, il se construit sur la durée.
parce qu'on a besoin de valider une audience, de se construire une communauté, de se construire une image aussi. C'est du personal branding, hein, on en revient un peu à ça. Donc déjà, un créateur qui n'a pas su durer dans le temps, c'est qu'il n'a pas été persévérant. Tu peux pas réussir en publiant 2 vidéos, c'est pas possible. Inoxtag, il a mis 5-6 ans avant d'arriver à ce level-là et à avoir son premier million. Donc ça déjà, c'est le maître mot, c'est la persévérance et il faut tester des choses. Si tu testes pas, ça peut pas fonctionner. Pareil, tu vois, pour Kossi, on a testé tellement de formats, des formats courts, des formats longs. Ah oui, avec telle idée, machin, mais je vais peut-être faire... En fait, il faut que tu testes constamment ton audience pour trouver le bon format. Zebrolos, ça a été pareil, qui fait de l'astronomie. Avant qu'il arrive à son format sur TikTok qui fonctionne, il a testé plein de choses avant. Tu vois, c'est du storytelling, il a fait de l'entertainment, mélangé à de l'astronomie. En fait, c'était un peu tout. Enfin, c'était... Voilà, faut trouver la chose qui fonctionne. Avant qu'il fasse de l'astro, il faisait de l'astronomie, il faisait de l'entertainment. Hein, mais il en fait toujours un peu, non? Oui, alors là, je tombais sur un extrait avec Canoë. Ouais, mais ça n'a aucun sens, le live. Mais tu vois, il avait fait Paris-Rennes à vélo, mais je te parlais de ça il y a 4 ans, tu vois. Ça n'avait pas du tout fonctionné. Il s'est dit, putain, pourquoi ça fonctionne pas? Et après, il s'est lancé dans l'astronomie, dans une niche. Donc voilà, ça prend du temps avant d'arriver à ce niveau-là. Quelqu'un qui commence aujourd'hui, qui veut durer dans 15 ans, c'est un peu les mêmes conseils, mais je dirais il faut vivre avec son temps. Plus vite tu arrives à te construire une image et un personal branding qui est fort, plus tu pourras arriver à la diversification. En fait, vraiment, je reviens un peu à l'étape 1 de construis-toi ton image. Et après, quand tu atteins ce niveau-là et que tu sais que tu es bien implanté, développe, diversifie. C'est un peu l'étape 2. Ça pour moi, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir te différencier. Et ce que fait très bien Squeezie, ce que fait très bien d'autres créateurs qui ont lancé leurs produits dérivés. Pour moi, c'est ça. Ok. C'est pas la meilleure réponse, j'avoue, mais là, tu m'as pris de court sur la question. C'est une question un peu compliquée, un peu large, mais je voulais avoir plus ton point de vue sur ça plutôt que donner un conseil. Pour finir ce podcast, parce que ça fait 1h10 qu'on tourne déjà, et que j'ai aucune originalité, j'ai posé plein de questions, tu réponds par oui ou par non, ça dure 1 minute. Je l'ai jamais fait, ça, c'est très très drôle en interview. Oh putain, j'ai très peur. Si tu peux passer... C'est juste oui ou non? Oui ou non, pas besoin de justifier, après on peut revenir sur des questions, si tu veux plus développer à la fin de la 1 minute, tu peux. Vas-y. Ok. Peut-on faire beaucoup de vues et n'avoir aucune valeur business? Non. Les marques achètent-elles encore trop souvent des vues plutôt que de la confiance? Oui et non. Un créateur peut-il être gros et pourtant invendable? Oui. Les créateurs comprennent-ils globalement mal leur propre valeur? Répète. Les créateurs comprennent-ils globalement mal leur propre valeur? Globalement, non. 2 créateurs avec la même audience peuvent-ils valoir 10 fois plus ou moins? Répète, excuse-moi. 2 créateurs avec la même audience peuvent-ils valoir 10 fois plus ou 10 fois moins? Je sais pas. Les créateurs sont-ils parfois leur propre pire ennemi business? Oui. Faut-il parfois refuser un deal très rentable pour protéger une trajectoire? Non. Y a-t-il trop de gens qui parlent de la creator economy sans l'avoir vraiment vécu? Oui. Le marché de l'influence est-il plus politique qu'on ne l'imagine? Ah, ça commence. Un créateur peut-il ruiner sa valeur sans s'en rendre compte? Oui. Les marques surestiment-elles encore les grosses audiences? Oui. Ok, c'était la dernière question. J'en avais 40 autres encore, mais la minute est passée. Ah, je reviens juste sur la politique. Alors avec ça que j'ai pas tout compris, mais parce que tu m'as pris de court sur des trucs. Ouais, ça c'est pas évident. Parce qu'il y a des questions qui me demandent du développement, mais juste sur la politique, on en parle très très peu, mais l'influence va devenir politique. Je le dis haut et fort, je l'assume. Parce que en fait, ce sont des personnalités comme un autre, un Squeezie, un Inoxtag, un Michou. Alors pour le moment, ne prennent pas trop de direction politique, mais on va devoir intégrer la dimension politique parce que il y aura des enjeux en fait par la suite pour faire valoir son propre opinion. Squeezie l'a fait à un moment où dans la vie politique c'était un peu compliqué, on devait revoter pour pas faire passer le RN avec la NUP, enfin c'était un peu tendu, il avait pris position sur ça.
libre à lui, j'ai envie de dire, mais on va devoir faire de la politique, déjà, mais pour éduquer les jeunes. On le voit avec Hugo Décrypte, avec Gaspard G, qui maintenant ont des programmes sur TF1 ou France 5 et qui vont parler de politique pour les prochaines élections. Donc il y a un rôle quand même d'information. On sait en plus que quand même les informations sur les réseaux sociaux sont pas toujours vraies, donc les fake news circulent énormément. Donc ils veulent vraiment donner de la vraie information, de la vraie valeur et informer les jeunes de notre génération à nous. Mais il va y avoir aussi un enjeu de politique derrière pour faire avancer le monde. Et je pense que sincèrement les créateurs de demain vont devenir aussi des vrais personnages politiques. Alors peut-être pas maintenant, mais on le voit aux States où on a des créateurs qui vont s'engager dans la vie politique, qui vont peut-être devenir députés, qui vont être maire d'une ville, qui vont peut-être présenter des fois aux élections présidentielles dans les années qui suivent. Tu ne sais pas comment ça peut évoluer, mais on aura des créateurs qui seront engagés dans la vie politique. Peut-être que Oli sera maire de Toulouse dans 5-6 ans, tu sais pas. Ça peut être très drôle, mais ça peut arriver. Il le pourrait en plus. Et il pourrait largement le faire. Donc je pense qu'on va avoir des créateurs qui vont s'engager dans la vie politique. Peut-être pas encore, on n'est pas encore assez mature, en tout cas en France. Mais on va avoir besoin de leur voix pour engager des débats, engager des sujets, pour faire avancer notre monde. Pas que négativement, positivement aussi, peut-être sur l'écologie, sur plein de sujets qui nous concernent tous aujourd'hui, qui concernent notre génération. Et ils seront un peu ces porte-voix là. Tu sais, en France, l'argent et la politique, c'est assez tabou. Est-ce que tu penses que les créateurs vont quand même prendre parti, quitte à leur kill des deals, par exemple, X créateur est de gauche, Y marque est de droite, ou X créateur est de droite et Y marque est de gauche, et du coup, pas les mêmes opinions politiques, on se mélange pas. Ça peut. Après, j'allais dire, chacun doit faire des efforts pour avancer. Hein. Si on n'est pas aligné soi-même avec ses propres valeurs, compliqué. Moi, je pense que ça peut, sincèrement. Ça peut arriver en fonction de comment le débat se fait. C'est le cas aujourd'hui. Hein. Il y a des annonceurs qui vont pas sur tel média pub parce que ça correspond pas à leur idéo politique. Allez-y, quoi. Après, normalement, quand même, ça devrait faire. Mais ça peut arriver. Ok. Bon, ben, hyper intéressant. Merci à toi d'être venu. Et merci pour l'invitation. Ouais, ça fait déjà 1h15 qu'on tourne. Excellent. On aurait pu parler pendant 3 heures. Ah, mais la création d'économie, c'est un vrai sujet. C'est tellement énorme qu'il y a plein d'angles, de sujets qu'on peut aller attaquer. Pourquoi pas refaire un épisode dans quelques temps. C'était hyper important. Sur la mort de Twitch Hein? Sur la mort de Twitch. Pourquoi pas hein. Sur Twitch, on pourrait le faire sur Twitch. En live. En live? Oh purée, oh là là, alors là. Tu m'avais demandé en plus, c'est pas en live? Oui, en plus j'ai demandé, je dis, mais c'est pas en live ton truc lundi matin, t'es sûr? Bon, ça me dérange pas, mais bon voilà, faut être prêt quoi, faut être réveillé. Super. Du coup, la suite, c'est quoi pour toi? Toujours chez Webedia, avec Big Flo Oli à côté. J'attends. La suite, non, pas Webedia. J'attends mon billet VIP pour le rose d'ailleurs. Tu veux ton billet VIP pour le rose? Ouais. Je vais les appeler après, je leur fais un WhatsApp call. La suite, non, après Webedia, c'était plus quelque chose où là, j'étais là. Transition. J'étais là et pas là, en fait, à la fois. C'était vraiment une expérience assez cool parce que ça a quand même permis de rentrer un peu dans les backstage de ce secteur-là, de aussi énormément avoir de la vision. Je pense que c'est important. Je pense qu'on est très peu de gens à avoir la vision, tout ce qu'on a pu discuter, tu vois, sur l'avenir, qu'est-ce qui va se passer. Il y a des gens qui ont des opinions complètement différentes. Moi, je sais que ma vision, elle est assez claire et je rejoins énormément certaines personnes chez Webedia qui portent cette même vision et ces mêmes valeurs-là. L'avenir, non, pas Webedia. Je pense mon avenir, j'espère bien construire quelque chose avec Big Flo Oli. C'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir les commercialiser aujourd'hui sur leur inventaire publicitaire influence uniquement. Donc c'est quand même des gros talents. Et ce qui est intéressant quand même je trouve c'est qu'ils viennent de l'univers musical. Et ça ouvre une porte, on pourra en rediscuter dans un autre débat, parce que sinon j'ai parlé pendant 10 ans, mais en fait les artistes, les acteurs de cinéma, les artistes de musique, les sportifs, ben en fait vont devoir aussi vendre leur propre inventaire sur les réseaux sociaux, et ils vont devoir créer leur propre image sur les réseaux sociaux. Donc ils vont devenir aussi créateurs de contenu en soi. Pour moi ça c'est vraiment the best avenir dans ce qui va se passer, et Big Flo l'ont très bien compris. Donc tu vois, ils font leurs propres opérations influence sur leur Insta, leur TikTok. Flo va lancer une chaîne YouTube également aussi, je sais plus comment elle va s'appeler, mais voilà, il l'a annoncé dans Popcorn. Donc je
j'espère pouvoir construire quelque chose avec eux, à voir où l'avenir me mène. Et puis après, tu sais, les opportunités, elles tombent toujours et il faut savoir les saisir. Donc j'avoue que pour le moment, je reste un peu avec eux au chaud et on verra comment ça se passe. Ok, super. Merci beaucoup d'être venu un lundi matin aussitôt. Avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir. L'invitation, tu me réinvites quand tu veux, en live si tu veux, et on en discutera. Super, merci.